Coucou! Aujourd'hui, retour de partie sur Alice is Missing. Un jeu qui va mélanger jeu de rôle et jeu d'enquête sur la disparition d'Alice avec un format assez original qui est que les joueurs se parlent à travers une conversation type WhatsApp ou Messenger. Mais je vais mettre les pieds dans le plat directement, je trouve que ce n'est ni un bon jeu d'enquête, ni un bon jeu de rôle. D'habitude, j'essaie de faire quand même plusieurs parties avant de parler d'un jeu, mais le fait est que Alice is Missing est vraiment une expérience unique et une autre partie n'apporterait rien de plus. Du coup, j'en ai fait qu'une seule sur sa version originale qu'avait traduit Jaume, et ça m'a suffi pour discerner les gros défauts du jeu qui, pour moi, ne marchent pas. À moins de soit rester très passif, soit d'avoir beaucoup de chance, mais ça, on va y revenir. Du coup, dans le jeu, on enquête sur la disparition d'Alice, une fille qu'on connaît tous, même si, entre nous les joueurs, on n'a pas forcément de lien. Le jeu se déroule en 1h30, sans compter l'explication des règles et l'installation. Les événements du jeu vont s'enchaîner avec un timing précis, grâce à un tirage de cartes qui va révéler soit des personnages, soit des événements. Et du coup, on va discuter par message sur ce qui se passe en utilisant donc nos téléphones. Sur notre partie, du coup, on était 5 sur Messenger, tout en étant quand même dans la même pièce. Je trouve le support, du coup, très intéressant, mais je pense que clairement, il ne colle pas par rapport au format du jeu qui est d'1h30. Vu les événements qu'on a eus, je pense que l'histoire globale a dû se dérouler sur plusieurs jours, voire une semaine. Je dis bien que c'est ce que je pense, parce que c'est clairement impossible à déterminer, vu qu'on n'a ni meneur de jeu, ni notion de temps sur les cartes qu'on va tirer. Et condenser plusieurs jours, voire une semaine d'enquête sur 1h30 de conversation textuelle, ça marche pas. Déjà, la conversation se déroule à une vitesse folle. C'est parfois difficile à suivre. Le jeu prévoit la possibilité de faire des conversations privées, mais clairement on n'a pas le temps parce que si on quitte la conversation principale, on loupe énormément de trucs. Ensuite, impossible de simuler le fait qu'un personnage ne réponde pas pendant des heures, alors que les autres membres du groupe savent qu'il est allé dans un endroit possiblement dangereux. Impossible non plus pour le groupe d'être simplement sans voix à la découverte et l'annonce d'un indice inquiétant. Vraiment, il n'y a pas de silence tendu, et vu les thèmes abordés, je trouve que c'est quand même très dommage. J'ai voulu en tant que personnage faire comprendre à mon groupe que ce qu'on avait découvert, c'était trop pour mon personnage, c'était trop pour moi. Que je le supportais plus, voire que j'allais en finir. Peut-être une sorte d'appel à l'aide, disons. Aucune réaction de la part des autres, parce qu'en fait, j'ai annoncé ça au moment où il y avait un enjeu fort dans l'histoire, et du coup, ce que je disais, ça se perdait dans le flux de conversation. Et du coup, j'ai juste plus parlé pendant les 15 dernières minutes du jeu, et personne s'en est rendu compte. Et on pourrait dire que d'un côté, c'est peut-être la faute des joueurs, mais vraiment pas. Je pense que c'est la faute du format. Autre chose que je trouve terriblement frustrant, c'est l'impossibilité de créer du jeu. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans ma partie, on avait des soupçons sur un personnage, un PNJ. Donc j'ai décidé d'aller chez lui pour créer une scène, lui poser des questions, simuler moi-même les réponses vu que c'est moi qui les retranscrit dans la conversation. Donc je commence à dire aux autres que je sonne chez lui, il répond, il a l'air en colère, etc. J'amorce la scène, et là vu que le minuteur a des timings précis, on doit tirer une carte pour faire avancer l'histoire. Et là, la carte nous donne un événement avec la personne que je suis en train d'interroger, mais du coup dans un endroit totalement différent. Et du coup, la scène que j'ai voulu faire, que j'ai commencé, on l'annule. Ou alors elle s'est bien passée, mais du coup il y a une ellipse. Mais alors on s'est dit quoi? Bah du coup on peut pas savoir parce qu'on n'a pas le temps de développer. Il faut enchaîner sur la scène donnée par la carte, sinon on risque de se mettre en retard. Ça, plus le fait que les ellipses sont mal gérées, ou plutôt pas du tout gérées, ça donne une histoire assez décousue où nos personnages n'ont pas vraiment le temps d'évoluer, ou alors ça fait très artificiel. Autre chose, mais qui cette fois n'est plus en rapport avec le format, c'est la cohérence de l'histoire qui va se dérouler devant nous. Et qui va dépendre de deux facteurs qui sont problématiques pour moi, c'est la passivité et la chance. Je pense sincèrement, pour que le jeu fonctionne, les joueurs doivent rester passifs. Dans le sens où lorsqu'un événement est mis en scène par les cartes, ils doivent simplement donner leur réaction émotionnelle dans la conversation, ou échanger sur ce qui vient de se passer, mais sans jamais agir dans la fiction, car ça risque de ne pas coller avec les événements suivants, simplement comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ou alors, second facteur, il faut avoir de la chance. Mettre en jeu quelque chose en espérant que l'âme des cartes soit de notre côté. Et encore, ça fonctionne si on connaît les cartes. Si j'ai envie de dire que mon personnage et Alice avaient l'habitude d'aller traîner au zoo, qu'on a sympathisé avec le gars mignon du guichet, etc. Bah si dans les cartes il y a ni le zoo ni le guichetier, bah à part donner
un semblant de couleur à nos personnages, ben, ça sert à rien. Et encore, donner de la couleur à l'histoire sur un temps aussi court, c'est pas vraiment possible. En plus, là, ce que je vous donne comme exemple, c'est un truc très terre à terre. Il est impossible, comme dans ce qu'on pourra avoir dans un jeu de rôle narrativiste, de faire intervenir des trucs un peu plus paranormaux. Que ce soit des monstres, des extraterrestres, ce genre de trucs. Ce qui fait que c'est une des raisons aussi pour laquelle je trouve qu'on ne peut pas refaire plusieurs parties, c'est que c'est toujours la même chose. Et ça fait que tout ça, mis ensemble, ça manque terriblement de consistance. Même si avec le système, les personnages qu'on va tirer à l'acte 1, ce seront eux qui reviendront possiblement à l'acte 2, etc. Du coup, on va avoir un semblant de continuité. Mais le récit global que ça raconte, c'est pas vraiment plus intéressant que si on avait un chapeau avec des personnages, un chapeau avec des événements, un chapeau avec des lieux. Et pour faire une scène, on va piocher un papier dans chacun des chapeaux. J'espère que la comparaison est assez claire. Mais malgré ça, je pense que le jeu peut avoir un potentiel, mais si je devais y rejouer, j'apporterais quelques modifications. Soit un meneur de jeu qui remplacera les cartes pour donner vraiment du corps à l'histoire, déjà en la préparant à l'avance et ensuite en rebondissant sur les actions des personnages pour leur donner de vraies conséquences. Après ça, c'est mon côté rôliste qui parle et qui ne plaira peut-être pas à tout le monde. Ou alors, j'étalerai ça sur plusieurs jours, voire une semaine. Si je veux garder le format de la conversation, pour que vraiment les événements se déroulent en temps réel, soit je fais ça comme un JDR traditionnel en vocal et peut-être en 3-4 heures, mais toujours avec un MJ du coup. Je vais vous proposer quelques alternatives à ce jeu, mais avant, je vais passer sur deux aspects du jeu que je vais critiquer. L'inclusivité et la sécurité émotionnelle présentes dans les règles du jeu. Je vais bien sûr rester respectueux, mon but n'est absolument pas d'offenser qui que ce soit. Mais comme je sais que c'est des sujets assez délicats, si ça vous dérange, je vous invite à passer directement au chapitrage sur les alternatives. Normalement j'aurais mis des timers pour ça. Je resterai par contre ouvert à la discussion, mais avec toujours cordialité. Autrement, je vous laisserai taper seul dans le vent, ça m'intéresse pas de rentrer là-dedans. Alors, l'inclusivité. Le livre de règles et les cartes sont écrits en écriture inclusive. Et donc avec le point médian pour accorder à chaque fois les noms et les adjectifs au masculin et féminin. Il y a une note expliquant qu'ils ont voulu retranscrire au mieux ce qui était présent dans le jeu original. J'ai eu un peu de mal à lire. Je suis pas habitué vraiment à l'écriture inclusive. Quand je dis je suis pas habitué, je parle quand les mots sont conjugués des deux façons avec le point médian. Quand c'est typiquement toujours conjugué au féminin, ça me dérange pas. Mais c'est vraiment les nouveaux mots que je ne connais pas, que j'ai un peu de mal à lire, tout simplement. Juste parce que je suis pas habitué. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelques choix particuliers. Mais ça, je vais pas y revenir. Mais même le disent, comme cette façon d'écrire est encore récente, elle est toujours en construction et donc ils ont essayé de faire au mieux. Il y a aussi du coup le genre des personnages et leurs pronoms qui sont évoqués. Dans un jeu où on joue des adolescents qui, au vu de leur profil, sont coutumiers de ces questions de société, c'est cohérent, donc j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Par contre, il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'ils se sont abstenus d'écrire avec le point médian au dos de la boîte. Parce que bon, le progrès, les idées nobles, c'est bien, vendre des jeux, c'est quand même plus important. La bien-pensance, le pognon. Les priorités. C'était ma pique pour l'éditeur, pas pour les personnes qui sont concernées par ces sujets, qu'on soit bien d'accord. Il y a aussi une phrase dans le livre de règles disant qu'il vaut mieux se mettre d'accord avec les joueurs et joueuses autour de la table quant au fait de pouvoir outer quelqu'un. Rapidement, l'outing, c'est le fait de dévoiler publiquement l'homosexualité de quelqu'un qui n'aurait pas fait son coming out. Et du coup, ce point de règle, ça me pose deux problèmes. Le premier, c'est j'ai du mal à concevoir dans quel monde des joueurs incarnant des adolescents enquêtant sur la disparition d'une proche vont en venir à parler de leur orientation sexuelle et à en faire une scène dédiée. Je rappelle, le jeu ne fait qu'1h30. Quoique, oui, il y a un cas de figure possible et cohérent, mais ça va nous mener à notre second problème. C'est si l'on apprend qu'un des personnages, une des nanas jouée par quelqu'un autour de la table, était en couple avec Alice. Et là, il y a un souci. Parce que du coup, ce petit point de règle nous fait comprendre qu'il vaudrait mieux ne pas faire d'outing. Mais dans le cas où une personne nous a caché un élément important
de sa relation avec Alice, je vais pas prendre de pincettes. Et le fait de révéler sa relation et donc son homosexualité dans le but de faire avancer l'enquête et de faire bouger les choses n'a rien de mal en soi. Et attention, je parle dans le contexte de l'enquête dans ce jeu. Bien sûr que balancer ce genre d'infos gratos en public sur les réseaux sociaux, c'est mal. Mais là, c'est pas de ça qu'on parle. On est dans le cadre d'une enquête sur une disparition, où ce genre d'éléments peut avoir de l'importance. Mais voilà, le jeu essaie de nous apporter une morale qui ne colle pas avec sa proposition, et ça va être encore plus le cas avec le point suivant. On a fait le tour sur l'inclusivité, maintenant on va parler de la sécurité émotionnelle, qui est beaucoup évoquée dans les livres de règles, et qui est un sujet qui fait aussi parler dans la communauté rôliste. Alors déjà, il y a une carte X. La carte X, c'est une carte qu'on pose au centre de la table, et si pendant la partie, il y a une scène qui met mal à l'aise quelqu'un autour de la table, cette personne a juste à poser son doigt sur la carte, et on passe la scène, ou alors carrément on l'annule. Sincèrement, c'est pas un outil que j'aime, je trouve qu'il pose plus de problèmes qu'il n'en résout, mais je vais pas m'attarder dessus, je pense que c'est en partie à cause de mes tables de jeu, déjà d'une qui sont uniquement présentielles, et de deux qui sont avec des gens que je connais plus ou moins. Mais vu les thèmes abordés par ce jeu, je comprends que ce genre d'outil soit proposé. Comme déjà évoqué, le jeu propose une enquête sur la disparition d'une jeune fille, avec tous les trucs sordides que cela peut amener. La maltraitance, la violence, la mort, j'en passe. Et donc le jeu propose d'éviter ces thèmes pour pas mettre mal à l'aise des personnes autour de la table. Mais le problème, c'est que le jeu, il propose rien d'autre que cette histoire. Et donc si vraiment ces thématiques-là vous mettent mal à l'aise, et clairement qu'on soit d'accord, c'est totalement compréhensible, simplement faut pas que vous perdiez votre temps sur Alice is Missing. Et je trouve ça dommage que le jeu n'aille pas jusqu'au bout en disant qu'il n'est pas fait pour tout le monde, au lieu d'essayer d'aseptiser ce qu'il a à proposer. Comprenez que le jeu de rôle, c'est vraiment un loisir qui permet de sortir de sa zone de confort en abordant vraiment des sujets qui peuvent être graves, tout en restant dans un environnement sécurisé, et il faut en profiter. Je pense avoir fait le tour du jeu, maintenant j'aimerais vous présenter des alternatives qui pourraient davantage vous plaire suivant ce que vous avez apprécié dans Alice is Missing ou suivant ce qui vous attire. Déjà il y a les jeux Sherlock Holmes Détective Conseil. Je vais passer rapidement dessus, c'est un vrai jeu d'enquête où on doit récolter des indices en allant parler à différentes personnes et explorer différents lieux dans le but de résoudre des mystères. Si vous aimez les enquêtes, jouez plutôt à ça. Il y a des enquêtes indépendantes et d'autres avec des fils rouges. C'est vraiment très cool. D'ailleurs cette boîte-là, pour rester dans le thème, c'est sur Jack l'Éventreur, le fil rouge. Ensuite on a les jeux de la gamme Force de Story qui a débuté avec le jeu Pour l'Arène. C'est des jeux où on va construire une histoire en répondant à des questions sur des cartes que chacun notre tour on va tirer. Les questions sont assez générales pour pas nous orienter dans une direction précise, et on part du principe que tout ce qui est dit fait maintenant partie de la fiction. Et ça peut partir vraiment très loin et donner des trucs terriblement épiques, horribles, ou à l'inverse parfois très drôles. J'aime beaucoup Pour l'Arène, mais personnellement j'ai un faible pour Rituel dans la même gamme, où comme on avait dit qu'on va effectuer un rituel, mais qui propose des contextes assez différent et qui peut renouveler énormément les parties. Ça peut être dans l'espace à la Dead Space, dans un futur cyberpunk, dans le bayou en Louisiane. Et suivant celui qui a été tiré au sort ou celui qu'on a choisi, on a envie de partir dans des trucs totalement différents. C'est vraiment une chouette expérience et il y a beaucoup plus de rejouabilité que évidemment sur Alice is Missing. Ensuite il y a surtout le JDR en général, et je parle plutôt de jeux de rôle traditionnels. Un meneur de jeu et des joueurs. Ça permet à la fois de garder une cohérence dans l'enquête, tout en laissant une très grande liberté aux joueurs autour de la table. Le meneur d'ailleurs, avec pas beaucoup de travail je pense, peut totalement reprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, le setting d'Alice is Missing pour en faire un véritable scénario. Car c'est vraiment lui qui va construire sa fiction, et pas simplement des cartes tirées aléatoirement. Et sinon il y a énormément de scénarios d'enquête qui ont déjà été publiés et à ce que je sais beaucoup valent le détour. Et si la conversation par téléphone c'est le détail qui vous branche, je vous conseille l'excellent jeu mobile Lifeline. Pour faire court, le jeu prend une forme de conversation textuelle.
On reçoit des messages de quelqu'un qui s'est écrasé en vaisseau sur une planète, qui n'arrive qu'à communiquer avec nous, et qui nous demande des conseils alors qu'évidemment on n'y connaît rien. Mais on fait ce qu'on peut, et là où c'est extrêmement immersif, alors que on va y jouer, que ce soit dans le bus, au travail, à l'école, quand on sort, c'est que quand notre interlocuteur nous envoie un message pour nous dire qu'il va en direction d'une forme qu'il aperçoit à l'horizon, on n'a pas une ellipse pour de suite continuer la conversation. On va pas avoir de nouvelles pendant des heures, jusqu'à recevoir une notif de son message, et de suite on va se remettre dans le contexte, on va se dire « Ah ok, ça y est, il est arrivé, qu'est-ce qu'il a vu ?» Et je trouve que c'est vraiment une utilisation autrement plus judicieuse de la conversation textuelle. En plus, pour rien gâcher, c'est ultra bien écrit. Et le fait est que moi, je suis pas allé au bout de l'aventure. Enfin, plutôt oui, mais j'ai pas eu la bonne fin. Car mon perso, il lui est arrivé des bricoles, il est mort, du coup plus de nouvelles. Mais pour moi, c'était quand même la fin de l'histoire. C'était tellement prenant que j'ai pas voulu revenir en arrière pour essayer de changer mes choix et de le sauver. Et ça, je pense que c'est la preuve d'une expérience réussie. Donc c'était Lifeline. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le jeu Alice is Missing. En résumé, c'est pour moi un jeu qui ne s'assume pas et qui ne va pas au bout de sa proposition, malgré une thématique très forte, ce qui rend le tout encore plus dommage. Comme d'hab, si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer, commenter, abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. C'était Cyril, ciao!